Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon bilan en lecture du mois de juin 2023. Le mois de juin a été relativement calme en termes de lecture. Je suis désolée si vous entendez Clover qui mange ses croquettes en même temps que je parle, mais c'est le seul moyen pour qu'elle soit à peu près calme pendant que je tourne une vidéo. Donc je disais, ça a été un mois de juin relativement calme en termes de lecture, puisque je n'ai lu que 6 livres. Je vais commencer par 2 titres dont je vous ai déjà parlé en vlog, dans le dernier vlog qui est sorti sur la chaîne, donc je vais aller relativement rapidement sur ces 2 titres là, et on commence avec Ça va aller de Alice Collin, qui est un graphique qui est sorti chez Hachette tout récemment. C'est un graphique qui aborde la thématique de la santé mentale et on le voit très bien avec cette illustration d'une jeune fille qui se regarde dans le miroir avec une espèce d'ombre bizarre derrière elle qui est la matérialisation de son mal-être. Si vous avez vu le vlog, vous vous en souvenez, ça a été une très très bonne lecture. Je l'ai trouvée extrêmement importante. J'ai adoré le type de dessin, j'ai adoré la façon dont Alice Collin a choisi de dépeindre sa maladie. C'est donc autobiographique et j'ai adoré la façon dont elle a aussi inclus quelques passages un petit peu plus scientifiques qui expliquent chimiquement le phénomène de dépression dans le cerveau. Ça reste tout à fait accessible mine de rien, mais j'ai trouvé que cet aspect-là était très intéressant parce qu'on ne le voit pas souvent. On a des livres qui parlent de dépression, mais pas toujours avec cet œil un petit peu plus scientifique. J'ai trouvé ça très très bien, j'ai adoré la façon dont elle a aussi dépeint toute sa vie d'étudiante pendant les confinements et la réalité que ça a été pour les jeunes de rentrer dans ce qui aurait dû être leurs plus belles années, qui se sont finalement révélées être des années très difficiles parce que solitude, éloignement... Ça a été des années pour certains très compliquées et j'ai trouvé que ce graphique remettait vraiment en avant cette problématique-là. C'était vraiment très très chouette et si vous avez envie d'une œuvre qui va parler de thématiques telles que la santé mentale ou toute cette espèce de réalité qui a finalement découlé des confinements et de la crise du Covid, je vous recommande très très chaudement ce graphique que j'ai trouvé extrêmement juste, pertinent, et avec lequel j'ai vraiment passé un très bon moment. Je l'ai lu d'une traite, c'est assez court hein, mine de rien, c'est du graphique qui doit faire 215 pages dans ma mémoire. Je ne sais pas pourquoi je me souviens toujours du nombre de pages de mes livres, c'est bon, ma mémoire des fois je ne comprends pas. Donc 215 pages effectivement, ça se lit tout seul, donc vraiment je vous le recommande à 100%. Ensuite on passe à Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé, le premier tome, que j'avais reçu de la part de Hachette en poche. Et pareil, si vous avez vu mon vlog, vous savez que ça n'a pas été une révélation pour moi. J'attendais un petit peu mine de rien de ce roman parce que c'est vrai que il est étiqueté comme une romance qui sort du lot, qui change un petit peu, avec des vibes un peu plus sombres qui du coup nous brisent le cœur. Et j'avais vu tellement de bons avis sur cette duologie que je m'attendais vraiment à une romance qui changeait de l'ordinaire. Et j'ai pas vraiment trouvé ça de mon côté, j'ai trouvé ça très cliché, avec cette jeune fille un peu idéaliste et ce garçon un peu grumpy, vous savez que c'est le grumpy sunshine, je crois qu'on appelle ça dans le jargon de la romance. Donc ce trope-là pour moi il est quand même relativement récurrent dans les histoires. Il y avait certes des thématiques importantes, mais de mon point de vue ça n'a pas été les émotions à 100%. Clairement, j'ai trouvé que les plot twists étaient un petit peu convenus. Et là, je me rends compte que ça fait à peine un mois que je l'ai lu et que j'en ai pas tellement de souvenirs en réalité. Je me posais la question de savoir si j'allais lire le tome 2 et je pense que je ne lirai pas le tome 2. Même si je me souviens de la dernière phrase et du cliffhanger de fin, franchement, vu le cliffhanger, c'est pas un cliffhanger comme je les aime, c'est pas un plot twist comme je les aime. Je pense pas continuer la duologie, ça reste une bonne lecture assez fluide qui se lit très bien. Si vous n'avez pas l'habitude de lire des romances, peut-être que celle-ci pourra vous plaire parce que justement ce sera votre première, elle aura un petit peu un goût de nouveau et qu'elle arrivera à vous atteindre d'un point de vue des émotions, mais de mon côté ça n'a pas été le cas. J'ai lu trop de choses qui ressemblent à ça et j'avoue que en termes d'émotions, on est resté proche de 0 et j'en suis la première déçue, mais tant pis. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si vous aussi vous avez été déçu ou au contraire si vous l'avez vous aussi adoré comme des milliers de lecteurs à travers la France et le monde. N'hésitez pas à me redire parce que c'est vrai que je suis un petit peu déçue de me rendre compte que tout le monde l'a adoré, sauf moi. Et on enchaîne avec une autre romance, je crois que j'ai pas mis les livres dans l'ordre dans lesquels je les ai lus mais c'est pas très grave. Mais j'ai lu une autre romance, new romance même, au mois de juin et pour le coup je suis partie sur
ma queen Brittany C. Cherry, qui est pour le coup là une valeur sûre en termes de new romance pour moi. On la retrouve avec Eleanor and Gray, et on va poser les bases. Celui-ci rejoint mon top 3 de mes préférés de Brittany C. Cherry avec Behind the Bars et The Silent Waters. Dans Eleanor and Gray, alors on a aussi un peu le trope du Grumpy Sunshine, avec du coup une double temporalité comme toujours dans les romans de Brittany C. Cherry, sauf que c'est pas fait exactement de la même manière que dans certains autres qu'elle a pu écrire, dans le sens que on a vraiment pratiquement la moitié du livre qui se passe lors de la période d'adolescence des deux personnages principaux, et la suite du roman qui se passe à l'âge adulte. Je dis à la moitié, c'est peut-être pas exactement la moitié, il y a quand même une plus grosse partie sur l'âge adulte, mais mine de rien, la partie de la jeunesse prend pas mal de pages et installe vraiment le décor et les personnages. Et pour tout vous dire, j'ai vraiment adoré la partie jeunesse-adolescence qui m'a énormément émue pour le coup. Dans cette histoire, on va suivre donc Eleanor and Gray. On les retrouve lorsqu'ils ont autour de 17 ans dans mon souvenir. Ils sont au lycée. Et Eleanor, c'est un peu cette fille bizarre que tout le monde fuit un petit peu parce qu'elle lit des romans en soirée et qu'elle porte des chandails avec des libellules. En même temps, c'est vrai que c'est relativement peu commun, on est d'accord. Et à côté de ça, on suit donc Gray qui fait partie de ces garçons plutôt très populaires qui sont très appréciés. Et il s'avère qu'un jour en soirée, un soir plutôt, ils vont commencer à discuter. Gray va être attiré par justement le fait que Eleanor soit là en train de lire dans un coin, il trouve ça attendrissant, et va naître donc une relation entre eux. D'abord c'est une très belle relation amicale, donc c'est un friends to lovers on va dire, même que le lovers au début ils mettent pas vraiment de mots dessus, pour eux ils sont juste en train de construire une très belle relation, et en fait il va y avoir un événement bouleversant dans la vie d'Eleanor. Un thème qui m'a particulièrement touchée. Gray va être vraiment là pour elle. On va avoir le développement d'un personnage extrêmement solaire, un personnage très bienveillant qui va vraiment l'aider dans cette épreuve de sa vie. Sauf que, par la force des choses, à cause de la distance géographique, puisque Eleanor part dans le sud des États-Unis et ils sont originaires de Chicago, je crois. Donc à cause de cette distance, ils vont se perdre de vue au fur et à mesure de leurs années d'université, jusqu'à ne plus avoir de nouvelles l'un de l'autre. Et ensuite donc on les retrouve à l'âge adulte, je vous en dis pas trop, mais ils vont se retrouver forcément à Chicago. Eleanor est repartie vivre à Chicago et elle va retrouver Gray d'une façon un peu fortuite, et Gray à son tour a eu un événement bouleversant dans sa vie et ça va être un petit peu au tour d'Eleanor de réussir à le faire redevenir celui qu'il était. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, comme je vous le disais, vraiment la partie jeunesse-adolescence m'a particulièrement plu et un petit peu fait chavirer mon petit cœur. J'ai adoré les personnages qui sont dépeints, ça reste relativement cliché dans la façon dont c'est fait, il y a des tropes qui sont assez communs, mais pour le coup c'est bien fait, c'est toujours fait avec la pertinence que Brittany C. Cherry met toujours dans ses histoires, et c'est la raison pour laquelle ça m'a vraiment pour le coup beaucoup plus émue, beaucoup plus embarquée. Ça s'est lu tout seul bien sûr, il fait 550 pages, pratiquement 545, et ça se lit tout seul. Sincèrement, c'est le genre de livre où vous vous mettez dedans, vous pouvez lire 250 pages d'un coup, ça se fait bien. Du coup je vous le recommande forcément, je vous recommande aussi globalement les autres romans de Brittany C. Cherry. Et de mon côté j'ai tellement hâte de lire London and Shay, qui est du coup un diptyque qui suit un petit peu ce livre là, qui est pour le coup un one shot, avec du coup des personnages secondaires de ce roman. J'ai trop hâte de retrouver London and Shay que j'ai bien aimé déjà dans celui-là. Ensuite, changement d'ambiance, on va retourner un petit peu plus vers les thématiques du graphique ça va aller, avec À vivre avec de Alice Posière. À nouveau une Alice d'ailleurs, j'avais pas fait le rapprochement, mais les Alice au mois de juin ont écrit des livres en rapport avec la santé mentale. Je trouve d'ailleurs que la couverture, de la même façon que ça va aller, dépeint très bien l'ambiance du livre, avec du coup ces fils qui retiennent la jeune fille qui s'appelle Victoire, et on a les fils qui se rejoignent derrière et qui retiennent une autre silhouette qui est à mon avis la silhouette de Isaac. Je vous ai un petit peu parlé de ce roman dans mon dernier book haul il me semble. Je vais commencer par vous dire que vous devriez faire attention avant de vous lancer dans cette lecture. Si jamais vous avez des angoisses, si jamais vous avez subi un deuil particulièrement difficile, si globalement votre santé mentale n'est pas au beau fixe, je vous recommande de vraiment faire attention avant de vous lancer dans cette lecture, parce que la première chose que j'ai à en dire, c'est qu'elle est très immersive et très descriptive dans toutes les scènes qu'elle va dépeindre d'un point de vue justement des angoisses et de l'anxiété du personnage principal. On va donc suivre Victoire. Victoire, c'est un personnage qui a terminé le lycée et qui part faire ses études supérieures sur Paris, donc elle quitte sa maison familiale, sauf qu'elle a une particularité, c'est qu'elle a perdu la parole, elle est devenue muette suite à un événement qui s'est déroulé 3 ans plus tôt, il me semble. Au début on sait pas trop de quoi il s'agit, mais en fait je me suis rendu compte que c'est écrit dans le résumé.
Donc en fait, on a un mystère, même si c'est pas vraiment un mystère, on s'en doute, mais il n'y a jamais vraiment de mot qui est posé sur ce qui s'est passé, à part à la fin. Mais par contre, c'est dit dans le résumé. Donc, voilà, je vous préviens, peut-être que si vous n'avez pas envie de trop en savoir, ne lisez pas le résumé. Moi, je vais pas vous spoiler ce qui se passe. En tout cas, Victoire, elle a vécu quelque chose de très traumatisant, et elle essaie un petit peu de se relever vis-à-vis de cet événement, mais en même temps, elle a vraiment du mal, et depuis, elle a donc perdu l'usage de la parole. Elle essaie de gérer à la fois son entrée à la fac, ses relations avec sa famille qui sont très compliquées, elle ne voit plus son père globalement, sa relation avec sa mère est très conflictuelle, elle a aussi une petite sœur, Camille, avec qui c'est aussi relativement compliqué, donc le contexte familial est pas évident. Et du coup elle part de cet environnement familial qui est pas si évident que ça pour aller vivre toute seule, mais est-ce que la solitude c'est vraiment la solution pour elle? Je vous laisse le découvrir. À côté de ça on suit aussi deux autres personnages, Oscar, il me semble, et Isaac. Oscar, il a moins de zones d'ombre dans son passé pour le coup, mais c'est un personnage que j'ai trouvé très solaire justement, c'est un petit peu le soleil de tout le roman. On le suit parfois dans quelques chapitres de son point de vue, et justement j'ai apprécié la présence de ce personnage parce que même s'il y a toujours des petites choses qui ne vont pas dans sa vie, j'ai envie de vous dire c'est normal, tout le monde n'a pas forcément 100% de son temps des choses super qui lui arrivent, mais lui du coup il a un côté un peu plus bienveillant, gentil, et ça contraste avec le reste des personnages puisqu'ensuite on suit Isaac qui lui pour le coup a aussi un environnement familial très compliqué, notamment avec sa maman qui n'est vraiment pas présente pour lui, voire qui est un petit peu un fardeau pour lui à cause d'une certaine raison que vous découvrirez aussi au fur et à mesure du roman. C'est aussi assez compliqué je trouve, et du coup ces trois personnages ils vont se retrouver à la fac ensemble et ils vont par la force des choses aussi commencer à nouer une très belle relation d'amitié. J'ai apprécié ma lecture, mais en même temps je l'ai trouvée vraiment très difficile. J'ai apprécié le fait qu'on parle de santé mentale dans un roman adolescent, j'ai apprécié la façon dont ça a été fait, je trouve encore une fois que c'est une plume qui est très immersive, c'est le premier roman d'Alice Pauzière. D'ailleurs pour la petite anecdote, c'est une amie de Clara Hérault et Margot Dessen qui ont sorti des romans aussi cette année, pas du tout dans les mêmes genres, quoique Nos plus belles années reste un contemporain avec des thématiques très difficiles. Pour le coup on se désolidarise un petit peu de l'empreinte des romans ados un petit peu mainstream on va dire, parce qu'on a vraiment une empreinte et une patte de l'autrice derrière qui est très prégnante, et si elle ne vous plaît pas, peut-être que le roman ne vous plaira pas. Je trouve que c'est vraiment un roman qui pourra à la fois plaire aux gens qui sont absolument fans de la façon d'écrire de l'autrice, et d'autres qui n'adhéreront pas du tout à sa façon d'écrire, sa façon de décrire les situations. C'est un beau roman, c'est un roman qui est important, mais c'est un roman qui est très difficile, et pour cette raison, je dois dire que je sais toujours pas trop quoi en penser. J'ai apprécié, j'ai passé un bon moment. Pour ma part, j'ai vraiment apprécié la plume d'Alice Pauzière parce que je l'ai trouvée hyper véridique, vraiment empreinte de l'histoire de l'autrice. On a une justesse dans tous les mots qui est vraiment très très belle, mais ça en reste pas moins que c'est un roman qui aborde beaucoup de thématiques très difficiles et peut-être un peu trop à mon goût, dans le sens que on est vraiment sur des ados qui sont marqués par la vie d'une façon vraiment horrible. Donc je vous le recommande encore une fois si vous avez envie de ce genre de thématique et envie de lire un texte qui reste extrêmement important, mais faites attention à vous s'il vous plaît. Et je vais quand même terminer par dire que ça reste un roman qui parle aussi d'amitié et de comment on se reconstruit après des événements traumatiques. Il n'y a pas que des zones d'ombre dans ce roman, il y a quand même une fin qui est relativement ensoleillée, ou en tout cas on voit une lumière au bout du tunnel, donc c'est pas complètement noir. Et je dirais aussi par contre que j'ai trouvé la fin un peu rapide, j'aurais aimé peut-être 1 ou 2 chapitres supplémentaires pour suivre Victoire un petit peu plus loin justement dans ce tunnel avec la lumière au bout, parce qu'il m'a manqué un petit truc, je dois dire, sur la fin. Ensuite on va passer à pour le coup une excellente lecture et une fin de saga. Ouais! J'ai terminé la trilogie The Prison Healer de Lynette Noni avec The Blood Traitor, qui est donc le 3e tome. Si vous vous souvenez bien, j'avais lu le tome 2 qui est ici lors du mois de la fantasy, c'est-à-dire au mois de mai, et au mois de juin, j'ai lu le tome 3. Franchement, je m'étonne moi-même dans mon efficacité de lecture. En même temps, vous le savez, The Prison Healer, ça avait été un gros coup de cœur, j'avais adoré, ça avait fait partie de mes meilleures lectures de 2022, donc j'avoue que une fois que j'ai eu lu le tome 2 et que le tome 3 était dans ma bibliothèque et à portée de main, j'ai pas vraiment réussi à résister et j'ai vraiment bien fait. Alors, je vais commencer par dire que ce tome 3 n'est pas mon préféré, c'est même celui que j'ai le moins aimé de la trilogie,
Pour autant, ça reste un très très bon 3e tome. Je me suis lancée dedans avec encore cette effervescence suite au tome 2 que j'avais littéralement adoré, qui a été ma meilleure lecture du mois de la fantasy, clairement. Et je pense que cette effervescence a beaucoup joué dans le fait que j'étais vraiment à fond dans ma lecture. Faut savoir que du coup, celui-là, je l'ai lu donc en anglais, puisqu'il n'est pas encore sorti en français, sachant que du coup, j'avais lu le tome 1 et le tome 2 en français. Donc j'attendais un petit peu de voir le niveau d'anglais du tome 3 pour savoir si j'allais réussir à me lancer dedans et réussir à le lire en entier. Verdict, aucun problème. Je l'ai écouté en audio du coup, et vraiment, si vous avez un petit peu peur de vous lancer dans de la fantasy en anglais, excellent début, très très bon début, parce que justement, je sais pas si c'est parce que j'avais déjà lu le tome 1 et le tome 2 en français que du coup j'avais un petit peu déjà les noms en tête, l'univers en tête, mais vraiment ce tome 3 je l'ai trouvé hyper accessible et j'ai vraiment eu aucun problème à suivre et à comprendre ce qui s'y passait. J'ai été complètement plongée dans ma lecture dès que je me mettais dedans. J'ai eu du mal à me lancer au tout début parce que j'avais d'autres lectures en cours, et notamment Gods of Men. On en parlera aussi parce que j'ai commencé Gods of Men tome 2. J'ai lu 140 pages, 148, et je ne l'ai pas continué. Mais du coup, ils avaient un petit peu des similarités, et c'est la raison pour laquelle j'ai eu du mal à avancer dans celui-là. Je me mélangeais entre les deux lectures, et au final, du coup, j'en ai mis une en pause. Ça n'a pas été celle-là, ça a été l'autre, malheureusement pour Gods of Men. Mais j'avais vraiment envie de continuer ma lecture de la trilogie, et pour le coup, comme j'avais vraiment le tome 2 en tête, ça faisait sens, ce qui n'était pas le cas de Gods of Men 1, qui remonte à 3 ans dans ma tête, et franchement ça a été une erreur de me lancer dans le tome 2 sans avoir le tome 1 en tête. Mais revenons à Prison Healer, j'ai été trop contente de terminer cette trilogie, même si du coup, je suis aussi triste de l'avoir terminée, parce que c'était vraiment une excellente lecture. Ce tome 3, il se passe énormément de choses, c'est un gros condensé d'action, un gros condensé d'émotions. J'ai trouvé qu'il avait la capacité à ne pas être trop convenu. J'avais un petit peu peur qu'on retombe dans des clichés, dans des tropes qu'on voit très souvent, et franchement, j'ai été contente de la façon dont ça a évolué. Il faut savoir que du coup à la fin du tome 2, l'héroïne est dans une situation un peu compliquée, et en fait j'ai été contente de voir que dans le tome 3 ça durait pas, parce que j'aurais été un peu embêtée que la situation en question dure trop longtemps, parce que je trouvais que ça aurait fait un petit peu répétitif. Ça n'a pas été le cas et j'étais très très contente, parce que du coup on a pu développer plein d'autres aspects, on a pu voyager dans ce tome 3, c'était super, mais du coup je dirais que je l'ai moins apprécié que les deux premiers, parce que justement il se passe trop de choses, et que du coup on n'a pas eu le temps de trop développer tout ce qui se passait dans le roman. Les scènes étaient assez rapides et j'aurais aimé qu'on prenne un peu plus de temps pour décrire ce qui se passait dans la vie des personnages. Et c'est vrai que j'aurais tout à fait envisagé que ce tome 3 soit en fait un tome 3 et un tome 4, qu'on puisse développer encore plus tout ce qui se passait, et j'aurais vraiment pris encore plus de plaisir à lire un tome 3 et un tome 4, beaucoup plus posé, où on développait beaucoup plus les émotions des personnages, leur voyage. Ça n'en reste pas moins une excellente lecture, j'ai adoré retrouver les personnages. Pour vous replacer le contexte, dans le tome 1, on suit Kiva qui est dans une prison, la prison de Zalindov, dans un univers de fantasy, et tout le tome 1 c'est un espèce de huis clos dans la prison. Il va y avoir des nouveaux prisonniers qui arrivent dans la prison, avec des dessins très très différents, sans trop vous en dire, et ce tome 1 c'est vraiment une succession de plot twists. C'est incroyable, vraiment. Dans le tome 2, il y avait aussi des plot twists, mais moins que dans le tome 1. Dans celui-là, il y en avait quelques-uns aussi, quand même, que j'avais pas trop vu venir, mine de rien. Mais même avec moins de plot twists, ça reste une très très bonne lecture, très distrayante, que j'ai pris énormément de plaisir à découvrir. Je vais pas épiloguer trop parce que ça reste un tome 3 et que vous avez déjà trop entendu parler de cette saga sur la chaîne, mais si ce n'est toujours pas le cas, je vous encourage vraiment à découvrir cette grosse pépite et cette trilogie qui a vraiment maintenant une place dans mon cœur, et que je pense que je prendrai plaisir à relire d'ici quelques années. Tellement j'ai un bon souvenir, j'ai trouvé les personnages tellement incarnés, les rebondissements tellement surprenants pour certains, et il y a toujours des plot twists qu'on voit venir, mais certains autres, jamais de la vie, j'aurais imaginé que l'autrice aille dans cette direction. Je trouve que c'est l'une des meilleures trilogies de fantasy young adulte qui sont sorties ces dernières années, et je pèse mes mots parce qu'il y en a quand même eu pas mal. Je les ai pas toutes lues, on est d'accord, mais dans celles que j'ai lues, celle-là a largement sa place dans le top. Et on va terminer avec une autre lecture que j'ai faite en anglais et en audio d'ailleurs. Il s'agit de A Complicated Love Story Set in Space de Sean David Hutchinson. Et je vous en ai aussi parlé dans ma pile à lire pour le challenge du satellite funambule, puisque du coup je l'ai lu à la fin du mois de juin pour commencer le challenge en douceur. Et si vous avez aussi suivi, Sean David Hutchinson avait écrit We Are the Ants, qui est l'un de mes livres préférés du monde entier. Je partais dans ce livre avec de très bons a priori, avec mine de rien certaines attentes, et malheureusement celui-là n'a pas vraiment atteint les attentes que je m'étais fixées par rapport au nom de l'auteur, et en même temps c'est pas non plus une lecture complètement décevante. Dans ce roman,
Je vais essayer de pas trop vous en dire parce que c'est compliqué. C'est toujours compliqué avec les romans de Sean David Hutchinson, je trouve, de dépeindre ce qui se passe dans ces histoires, parce que il y a toujours un mystère planant où tu te dis il se passe quelque chose, je sais que c'est pas normal, j'attends la révélation du moment où on va enfin comprendre pourquoi il se passe ce qui se passe. Et celui-là c'est encore pire que dans We Are the Ants, c'est-à-dire que tout le début du roman, on suit un personnage qui s'appelle Noah, qui se réveille dans l'espace, dans une combinaison d'astronautes, en train de flotter dans l'espace. Il est rattaché à un vaisseau spatial dans lequel il y a un jeune homme qui s'appelle DJ qui va l'aider à revenir jusqu'au vaisseau. Bon, malheureusement il va mourir en route, mais DJ va réussir à le réanimer. Donc ils vont vivre tous les deux sur ce vaisseau spatial. Au bout d'une ou deux journées, ils vont trouver Jenny, qui a été laissée là elle aussi sans trop en savoir. Ils ont tous les deux des souvenirs de leur passé, mais ils ont aucune idée de comment ils ont atterri sur le vaisseau spatial. Et c'est un peu tout le mystère en fait du roman, jusqu'à la grande révélation forcément. C'est un roman qui est hyper étrange parce que du coup on admet des choses totalement abracadabrantesques sans se poser trop de questions parce qu'on sait finalement qu'il va y avoir une explication rationnelle derrière. Plus ou moins, ça reste de la science-fiction. C'est beaucoup moins rationnel dans la révélation que We Are the Ants ne l'était. Et justement, moi j'aurais aimé qu'on soit plus du côté rationnel comme We Are the Ants l'était, parce que j'avais du coup imaginé plein de théories par rapport à ce qui se passait réellement, et quand j'ai eu la vraie révélation, je me suis dit « Ah, alors c'est bien, c'est une bonne idée ». Connaissant l'auteur, j'avais imaginé tellement autre chose que je me suis dit « Bon, je suis quand même un petit peu déçue par cette révélation ». C'est un roman qui se lit très bien, qui est très fluide. On a la construction de jolies relations entre Jenny, DJ et Noah. C'était touchant parce que du coup les personnages ont tous des passés qu'ils vont se raconter. Il y a des choses qui sont pas évidentes dans leur passé respectif, notamment dans le passé de Noah. D'ailleurs il y a un trigger warning au début du roman. Il y a quand même une thématique et une scène en particulier qui est assez difficile à lire. Mais en fait, ce qui va décrire ce roman, c'est étrange, c'est bizarre. Il se passe des choses, comme je vous le disais, complètement irréalistes. Et c'est totalement admis, on est là, ok, y a pas de souci, le mec il est mort mais il revient à la vie, pas de problème. À un moment donné, Noah va être coincé dans une boucle temporelle, y a pas de problème, ça paraît tout à fait normal. Donc il y a vraiment plein de choses hyper bizarres qui se passent et jamais les personnages, presque jamais, ne remettent en question ce qui se passe dans leur histoire. Et j'avoue que ça m'a un petit peu dérangée, surtout considérant du coup la révélation finale, qui reste une bonne révélation, mais pas à la hauteur de ce que j'aurais aimé qu'il aborde en termes de thématique. Donc j'ai passé un bon moment de lecture, mais à mon sens, il équivaudra jamais We Are the Ants dans mon cœur. Et là je me rends compte que vraiment ma chronique n'a aucun sens, mais c'est un petit peu à l'image du roman, qui est vraiment particulier. Et je suis ressortie de là en me disant, j'ai apprécié, indéniablement j'ai apprécié ma lecture, je l'ai terminée, j'avais envie de connaître la suite, mais je crois que j'avais trop d'attentes vis-à-vis du fait que j'avais adoré l'autre roman de l'auteur, et une fois que j'ai lu celui-là, qui à mon avis est très très bon, mais juste pas à la hauteur, il a forcément pâti de l'appréciation que j'avais de We Are the Ants. Voilà, je ne sais pas si ça fait sens, mais j'ai essayé de vous expliquer un petit peu ce que j'en pensais. Ça ne reste pas moins, encore une fois, une bonne lecture que je vous recommande si vous avez envie d'un space opéra avec des situations un peu what the fuck. Et puis bah, si jamais, hein, je vous recommande We Are the Ants de Sean David Hutchinson, qui est quand même meilleur. Ça y est, je vous ai présenté toutes mes lectures du mois de juin, donc je vous le disais, j'ai aussi commencé le tome 2 de Gods of Men de Barbara Kloss, mais malheureusement ça a été un échec retentissant et cuisant. J'espère pouvoir le reprendre incessamment sous peu, mais je me rends compte qu'en fait j'ai lu mes 140 et quelques pages sans être vraiment attachée au personnage, sans ressentir d'attachement globalement pour l'histoire non plus, et je pense qu'en fait ça fait juste trop longtemps que j'ai lu le tome 1 et j'avais juste pas d'empathie, j'avais pas d'investissement, et je trouvais ça assez dommage, et c'est la raison pour laquelle je l'ai mis en pause, donc j'espère pouvoir le reprendre quand même rapidement. Je ne sais pas si je relirai le tome 1 rapidement pour pouvoir enchaîner. Je vais réfléchir. Et en même temps je suis trop déçue parce que je le lisais en lecture commune avec ma copine Clem de la chaîne Synopsia, et pour elle ça a été une méga excellente lecture, mais elle avait relu le tome 1 avant, elle. Donc je pense qu'en fait tout simplement il faudrait que je relise le tome 1 pour pouvoir apprécier le 2 à sa juste valeur et enchaîner d'ailleurs avec le 3 parce que c'est une trilogie. Donc voilà, je suis encore en hésitation sur cette question-là. Je suis très contente de vous avoir présenté tous ces titres, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains vous tentent ou si vous les avez lus, quel a été votre avis sur les titres que vous avez déjà lus de cette pile. Là-dessus je vous souhaite de très très belles lectures et je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao. D'ailleurs je reviens la semaine prochaine pour le Mid-Year Book Freakout Tag.